Les États-Unis le confirment, il y a eu 2 défections du PCC. Les sénateurs américains exhortent Biden à soutenir Apple Daily. La diplomatie du homard du PCC au Canada pour le maintien de l'Institut Confucius. Les coûts pour élever un enfant en Chine, 1 million de renminbi en 9 ans. Les consommateurs d'alcool doivent veiller à ces 3 signes. Récemment, l'affaire de la défection du vice-ministre chinois de la sécurité d'État Dong Jingwei vers les États-Unis a continué à alimenter la rumeur. Le 22 juin, le gouvernement américain a demandé à un fonctionnaire de se manifester pour dissiper les rumeurs. Le 23 juin, le Parti communiste chinois a également publié un communiqué de presse sur son site officiel indiquant que Dong Jingwei avait assisté à la 16e réunion des secrétaires des États membres de l'OCS et des conseils de sécurité et a fourni des photos et une brève vidéo de l'événement. Yu Huaisong, membre du Comité national républicain américain, a ensuite déclaré qu'il ne croyait pas à la deuxième tentative de dissiper les rumeurs du PCC et indiquait que Dong était toujours sous la protection de la Defense Intelligence Agency américaine et que le PCC utilisait des photos retouchées pour tromper les gens. Le 22 juin, Yu Huaisong a déclaré dans une interview accordée à Xiao Ming, personnalité médiatique chevronnée, qu'un haut fonctionnaire américain lui avait confirmé que Dong Jingwei avait été placé sous la protection de la DIA américaine depuis février de cette année. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'un autre fonctionnaire chinois ayant fait défection est aussi sous la protection de la DIA presque au même moment. La situation exacte de ce fonctionnaire n'est pas encore claire, mais les informations fournies corroborent cette seconde défection. Selon Yu Huaisong, Dong Jingwei a confirmé que l'Institut de virologie de Wuhan travaillait avec le programme d'armes biochimiques de l'armée chinoise. Et il y a plus d'un projet d'armes biochimiques en Chine. Et la Covid-19 fait partie de la recherche sur les armes biochimiques, qui provient du laboratoire de Wuhan. Mais il n'a pas précisé si le virus avait été diffusé par inadvertance ou intentionnellement. La source a également déclaré que l'agence de renseignement de la défense américaine avait l'intention de révéler les renseignements sur Dong progressivement. Le but est de garder l'actualité brûlante afin qu'elle ne disparaisse pas à cause de la censure des médias et de la pression politique aux États-Unis. Récemment, l'Apple Daily de Hong Kong, qui est un fervent défenseur de la démocratie depuis 26 ans, a été contraint de cesser sa publication sous la répression du Parti communiste chinois et du gouvernement de la RS de Hong Kong, sous le prétexte de la version hongkongaise de la loi sur la sécurité nationale. Selon VOA, 2 sénateurs américains de poids ont récemment demandé à Joe Biden d'imposer des sanctions à ceux qui ont forcé l'Apple Daily de Hong Kong à cesser sa publication en vertu des pouvoirs conférés par un projet de loi qu'ils ont rédigé, suggérant que les banques étrangères seraient également impliquées. Les 2 sénateurs ont déclaré que la loi sur l'autonomie de Hong Kong, qu'ils ont adoptée l'année dernière, exige que le secrétaire d'État américain confirme au Congrès les noms des ressortissants étrangers et des sociétés étrangères qui ont fait en sorte que la population de Hong Kong soit privée de la liberté de réunion, de parole, de presse ou de gouvernement indépendant. À la suite de l'injustice faite à Lai Chiying et de la fermeture forcée de l'Apple Daily, nous demandons instamment au gouvernement d'appliquer immédiatement et pleinement la loi sur l'autonomie de Hong Kong. La législation des sénateurs prévoit des sanctions obligatoires à l'encontre des personnes et des entités qui portent directement atteinte à l'autonomie de Hong Kong ainsi que des sanctions secondaires à l'encontre des banques qui font des affaires avec ces entités et ces personnes. Biden avait publié une déclaration jeudi sur la fermeture de l'Apple Daily de Hong Kong, déclarant que l'intensification de la répression par Pékin a atteint un tel niveau. Biden a déclaré « Les États-Unis soutiendront inébranlablement le peuple de Hong Kong et tous ceux qui défendent les libertés fondamentales que les gens méritent. » Toutefois, il n'a pas mentionné d'autres plans visant à imposer des sanctions en réponse à la répression. La province canadienne du Nouveau-Brunswick mettra fin à son partenariat avec l'Institut Confucius l'année prochaine. Le responsable de l'éducation de la province, Dominic Cardy, a révélé récemment que lorsque la décision a été prise de dissoudre l'Institut Confucius, le consul général du Parti communiste chinois a fait pression sur lui et l'a menacé avec les homards que le Canada exporte en Chine. Lors d'une audience du comité des relations entre le Canada et la Chine du Parlement canadien le 21 juin, le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, a révélé que sa décision de dissoudre l'Institut Confucius s'est heurtée à un lobbying intéressant. Le premier lobbyiste était l'ancien préfet Xuan Graham qui souhaitait que Cardy poursuive ses relations avec les Chinois, leur école et l'Institut Confucius. Immédiatement après, le consul général de Chine s'est présenté à son bureau et lui a fait comprendre qu'en toutes circonstances, les relations entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Chine seraient érodées, ce qui menacerait la vente de homards canadiens en Chine. Le consul général est alors allé jusqu'à dire que la fermeture de l'Institut Confucius
était une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et une atteinte à l'autonomie du pays. Il était clair pour Dominique Cardi que la menace des représailles économiques était utilisée pour faire pression sur lui afin qu'il arrête la suspension de l'Institut Confucius. L'incident s'est transformé en un problème entre les deux pays. Selon lui, cela fait partie d'un schéma selon lequel le Parti communiste chinois, en profitant de l'hospitalité du peuple chinois, paie tous les frais de voyage des politiciens occidentaux afin de passer à des menaces secrètes par la suite. D'où autant de politiciens occidentaux qui disent autant de contre-vérités concernant le PCC. Si le Canada insiste pour mettre fin à l'Institut Confucius, ironiquement, le homard deviendra aussi un élément du système éducatif du Nouveau-Brunswick. Dominique Cardi a rappelé au comité CCBC qu'il fallait être conscient de la menace que représente le PCC et qu'il fallait garder ses distances lorsqu'on traite avec des pays qui ont des valeurs différentes des nôtres. Selon plusieurs médias chinois, la mère d'une élève de 6e année d'école primaire à Hangzhou a récemment publié sa facture d'éducation indiquant que les dépenses liées à sa fille ont atteint près d'1 million depuis sa naissance en 2009, ce qui a amené de nombreux internautes à se lamenter sur le fait qu'ils n'avaient pas les moyens pour avoir des enfants. Selon le livre de compte, sa fille fréquente une école primaire privée et les frais de scolarité annuels s'élèvent à plus de 20 000 $, soit plus de 130 000 $ pour 6 ans. Mais une part plus importante a été consacrée à l'éducation de l'enfant. Les parents ont inscrit leur fille à divers cours d'intérêt et de formation dès le jardin d'enfants et ont ajouté des cours de formation par matière à l'école primaire, augmentant ainsi le coût de l'éducation d'année en année. Au total, sa fille a dépensé environ 59 000 renminbi pour son éducation en première année, puis 72 000 renminbi en deuxième année, 80 000 renminbi en troisième année, 80 000 renminbi en quatrième année et un peu moins en cinquième année, lorsque de nombreux cours d'intérêt ont été transférés en ligne en raison de l'épidémie. Mais elle a également dépensé 79 000 renminbi. En sixième année, en raison des examens de grade et de l'augmentation des prix de nombreux cours, les dépenses sont devenues plus importantes et ont atteint 117 000 renminbi. En d'autres termes, le coût total de l'éducation pendant toute la période de l'école primaire était de près de 490 000 renminbi. Le coût de l'embauche du nounou se serait élevé à 440 000 renminbi au fil des ans, à partir de la naissance de l'enfant, et la mère n'a économisé sur le coût de l'embauche du nounou que lorsqu'elle a commencé à rester à la maison à plein temps après que sa fille soit en CM2. Il y a aussi le coût de la nourriture, des vêtements et des voyages, que ses parents n'ont pas consigné en détail. Mais elle a estimé que le coût des voyages était d'environ 10 000 à 20 000 renminbi par an. Après avoir vu la facture, de nombreux internautes se sont exclamés « Je n'ai pas les moyens d'avoir des enfants ». Maintenant que le Parti communiste chinois encourage la naissance de 3 enfants, regardez ces dépenses, qui sont vraiment dissuasives pour les jeunes. Certaines personnes disent que tant que vous ne buvez pas trop, tout ira bien. Cependant, il a été prouvé que dès que l'alcool pénètre dans l'organisme, il pèse sur le foie. Les consommateurs d'alcool de longue date devraient se rendre à l'hôpital pour un bilan hépatique s'ils ressentent les 3 changements suivants dans la partie supérieure de leur corps. Premièrement, avoir un gros ventre. La consommation régulière d'alcool fait perdre au foie sa capacité à décomposer et métaboliser les graisses et les acides gras. Les graisses commencent à s'accumuler dans le foie. La stéatose hépatique est un symptôme de la consommation régulière et excessive d'alcool ou, dans les cas les plus graves, un précurseur de la cirrhose du foie. L'alcool est un aliment riche en calories et après un contact prolongé avec le foie, une stéatose hépatique alcoolique apparaîtra et la teneur en matière grasse du foie augmentera alors, déclenchant une obésité abdominale. En outre, les buveurs qui ne sont pas grands et forts dans les membres mais qui ont un abdomen gonflé devraient se rendre à l'hôpital pour un examen du foie. 2. L'acné sur le visage. La consommation de grandes quantités d'alcool sur une longue période peut endommager le foie et entraîner une diminution de la fonction hépatique et une incapacité à métaboliser les toxines. À ce stade, de grandes quantités de toxines vont réintégrer la circulation sanguine, entraînant la formation d'acné à partir des toxines qui ne peuvent être éliminées. L'inactivation de diverses hormones dans l'organisme est également effectuée par le foie. Si la fonction du foie diminue en raison de la consommation d'alcool, il ne sera pas en mesure d'inactiver ces hormones et lorsque ces hormones inactivées voyagent et s'accumulent sur le visage, cela provoquera non seulement de l'acné mais aussi un aspect terne et un assombrissement du visage. 3. La tendance à saigner. Des études ont montré que le foie est très souvent responsable de la formation des 12 facteurs de coagulation du sang dans l'organisme. Une consommation excessive et prolongée d'alcool peut affecter la formation des facteurs de coagulation. Par conséquent, si vous avez des saignements fréquents des gencives, des saignements de nez, un purpura et d'autres troubles hémorragiques, il est recommandé de vous rendre à l'hôpital pour faire contrôler votre fonction hépatique. En conclusion, si vous constatez que vous avez le gros ventre, de l'acné et des saignements dans la partie supérieure du corps,
vous devez arrêter de boire et vous rendre à l'hôpital pour un examen du foie.